Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Donc moi, je vous emmène voir un autre rasoir. Vous m'avez parlé, on y reviendra, mais d'un rasoir qui s'appelle celui d'Anlon. Alors, le rasoir d'Anlon, c'est un modèle mental, un de plus dans la collection. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler d'un deuxième rasoir aujourd'hui? Ben, parce que on verra le concept de ce rasoir d'Anlon, qui est différent, de celui du rasoir d'Occam, et on verra qu'ils sont complémentaires. Euh, on verra quand et comment l'utiliser. Et enfin, on verra les limites des modèles rasoirs, que ce soit celui d'Occam ou celui d'Anlon. On verra finalement que ça n'est pas une panacée absolue. Donc oui, on va encore parler d'un modèle mental. C'est quoi un modèle mental? C'est un outil pour réfléchir. Donc un outil de plus pour réfléchir et lutter contre nos biais cognitifs, nos biais de raisonnement, etc. Vous savez que lorsqu'on réfléchit, on est souvent victime d'une sorte de pensée automatique, et d'autant plus dans certaines circonstances où on peut être plus sensible, et on va voir pourquoi. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on vous parle de ces modèles mentaux, euh, dont Charlie Munger, la chronique récente sur Charlie Munger, rappelait qu'il était à l'origine un petit peu de la vulgarisation de cette idée que pour bien réfléchir, il faut utiliser des bons outils. Charlie Munger qui est décédé en décembre dernier. Mais vous avez aussi sur la chaîne YouTube Melchior Chassagne, vous avez une playlist de modèles mentaux dans lequel on rajoute de temps en temps quelques nouveaux modèles. Donc le rasoir d'Anlon viendra enrichir cette playlist. Alors le rasoir d'Anlon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une phrase toute simple, ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Pourquoi est-ce que c'est utile? Eh bien, d'abord, ça permet de lutter contre un biais de raisonnement qui s'appelle l'erreur de conjonction. C'est-à-dire l'erreur de conjonction mise en évidence, encore une fois, hein, par Kahneman en 82-83, c'est on va prendre des informations et parce qu'elles nous paraissent plus intéressantes euh, que, euh, euh, qu'une autre, on va la marier avec une autre information comme si c'était une évidence, au mépris de la probabilité statistique que ce soit le cas. Donc l'erreur de conjonction, en l'occurrence là, c'est que quand quelqu'un vient vous créer un dommage, spontanément, l'hypothèse séduisante, c'est qu'il l'a fait par intention. L'hypothèse séduisante pour nos cerveaux, probablement quelque chose qui est euh, d'origine évolutionniste, hein, c'est que c'est de la malveillance. Et donc, ça va être notre premier réflexe. Et même si on n'en a pas conscience, on va penser que l'autre est malveillant. Et en réalité, bien sûr, euh, euh, il faut se rappeler que les gens font des erreurs inintentionnelles, hein. Et donc, par inattention ou par bêtise, le dommage qui peut vous être créé n'est pas dû à la malveillance. Et dans l'immense majorité des cas, elle n'est pas due à la malveillance. Et donc, le principe d'Anlon vient rompre cette logique que si on vous fait du mal, c'est qu'on vous veut du mal. Alors, vous vous souvenez peut-être de la chronique que j'avais faite sur le rasoir d'Occam et que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Mession Chassagne. Eh bien, il y a une complémentarité entre le rasoir d'Anlon et le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, rappelez-vous, il propose de garder l'hypothèse la plus simple quand on ne peut pas choisir entre plusieurs explications. Voilà. Et c'est effectivement un outil
euh, qui, quelque part, se complètent, puisque en postulant que la bêtise est plus fréquente que que la malveillance, le rasoir Danlon aussi permet d'éliminer des hypothèses. Vous voyez, donc c'est ces modèles de rasoir. Le modèle de rasoir, il coupe, il enlève une partie de l'excédent de raisonnement pour ne garder finalement que les raisonnements les plus utiles. Hein. Alors, tout ça, on comprend bien les deux outils. Choisir l'hypothèse la plus simple, et puis, donc l'hypothèse la plus simple, c'est l'inattention ou la bêtise et pas la malveillance. Donc, on voit bien en quoi les deux se complètent. Alors, comment l'utiliser? Il faut partir du principe que les humains et la nature en général cherchent à minimiser leur consommation d'énergie. Or, être malveillant, c'est plus difficile, ça consomme plus d'énergie que d'être inattentif ou bête. D'ailleurs, quand on dit inattentif, c'est qu'on a confié les rênes non plus à son cortex préfrontal, mais plutôt à son cerveau limbique, qui vous fait conduire en automatique sans vraiment regarder la circulation autour de vous. Et donc, sans le vouloir, peut-être que vous vous rabattez un peu vite dans une voie de circulation et peut-être que vous allez obliger la voiture qui est derrière vous à freiner, hein, ce qu'on appelle une queue de poisson. Eh bien, la personne qui est derrière, son premier réflexe, c'est de penser que vous l'avez fait exprès. Alors que dans la plupart des cas, vous êtes juste inattentif. Donc encore une fois, être inattentif, c'est diminuer la quantité d'énergie que consomme le cerveau en étant plutôt dans la routine plutôt que dans une réflexion qui mobilise une partie du cerveau qui va consommer plus d'énergie. Donc, si un collaborateur, un partenaire, un client a agi à votre détriment, votre première hypothèse ne doit pas être la malveillance. Parce que la probabilité, c'est l'inattention ou la bêtise. Voilà, maintenant qu'on sait comment l'utiliser, quelles sont les limites de ces modèles rasoirs? Eh bien, la limite de ces modèles rasoirs, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour dire la vérité. Ça n'est pas un outil intellectuel permettant de distinguer le vrai du faux. C'est un outil qui sert à éliminer des hypothèses pour gagner en vitesse. C'est pas du tout la même chose. Si je cherche la vérité, je vais passer du temps à questionner les éléments de l'hypothèse, je vais chercher les causalités et je vais essayer de comprendre l'intentionnalité de la personne qui est en face. Ça va prendre du temps, ça va consommer de l'énergie. Et donc, le rasoir, lui, il fait l'inverse. Il dit non, non, t'occupe pas, c'est probablement pas ça la bonne hypothèse. Et oui, mais comme l'a rappelé Mathieu tout à l'heure, dans un monde complexe, c'est pas évident que l'hypothèse la plus simple soit la bonne. Donc, on élimine parfois la mauvaise hypothèse en utilisant ces modèles rasoirs. On décide d'aller vite, on décide d'éliminer un certain nombre de pistes pour en garder une plus simple. Très bien, dans la plupart des cas, c'est juste. Dans un certain nombre de cas, c'est faux. Encore une fois, ces modèles ne sont pas là pour dire la vérité ou chercher la vérité. Ils sont là pour simplifier, gagner en vitesse. Donc, les modèles rasoirs cherchent à simplifier le réel, alors que parfois c'est la complexité qu'il faudrait accepter. En conclusion, eh bien, ne voyez pas de la malveillance partout. Premier réflexe. L'inattention et la bêtise suffisent à expliquer la plupart des événements négatifs qui vous arrivent, que vous percevez comme négatifs. Cependant, pardon, et si vous devez décider vite, les modèles rasoirs sont extrêmement utiles.
Vous rappelez que votre première impression n'est probablement pas la bonne, que votre cerveau vous joue des tours en produisant de la pensée automatique. Simplifier, c'est une bonne règle. Hein. L'hypothèse séduisante est rarement la vraie. Donc si vous devez décider vite, modèle rasoir. J'utilise le rasoir d'Occam, je prends l'hypothèse la plus simple, ou le rasoir d'Hanlon, il n'y a pas de malveillance, il y a plutôt de l'inattention ou de la bêtise. En revanche, n'oubliez pas vos autres hypothèses plus complexes. Gardez-les un peu en tête. Éventuellement, notez-les si vous ne faites pas confiance à votre mémoire. Parce que, évidemment, dans un petit nombre de cas, elles sont peut-être plus proches de la vérité. Merci Patrick, un outil bien utile de plus, un moyen de libérer de l'énergie du cerveau pour que cette énergie serve à de l'analyse qui, elle, est plus complexe. Et puis, C'est oui, Patrice, peut-être on peut parler de système 1, système 2. On a des moments où on est à toute vitesse et il faut qu'on décide parce que c'est maintenant, ou bien on a des moments où on a plus de temps et là, on va avoir d'autres outils pour réfléchir. Mais je t'ai coupé la parole, c'est peut-être pas ça que tu allais nous dire, Patrice. alors système 1, système 2, tu sais que j'aime bien et que oui, ça me paraît évident et utile. Euh, je reviens à la définition que Rocard a donnée d'Enlon. Je ne sais pas Mhm. s'il connaissait le rasoir d'Enlon, mais il l'a formulé de façon peut-être à la fois la plus belle et la plus efficace. Toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot demande un esprit rare. Sous le côté un peu agressif, c'est une bonne façon de le résumer. Ça demande trop d'énergie, trop d'intelligence, le complot, pour que ce soit l'explication première. Si tu relis ça à Système 1, Système 2 ou Fradin, quand il parle exactement de la même chose en parlant de système automatique et adaptatif, c'est comment je me pose la question de ce qui validerait éventuellement un complot. On voit qu'il y a peu de raisons de souvent valider un complot. Mais Par contre, c'est souvent de la bêtise. oui, il y a un élément aussi qu'on doit à Nassim Taleb et qu'on doit à la, la compréhension des systèmes chaotiques. Hein, donc, on est plutôt là sur les physiciens du début du XXe. C'est que un complot présuppose qu'on puisse prévoir le futur, qu'on puisse savoir en quoi une action positive ou négative qu'on intente va avoir toute une suite de conséquences qui nous permet d'arriver à nos fins de manière déguisée. Donc évidemment, ça plaide plutôt pour la bêtise, y compris la bêtise de croire qu'on peut comploter. Ce qui n'empêche pas que parfois, vous êtes face à de la malveillance. Prenons un cas qu'on a rencontré récemment chez un de nos clients. Un de ses collaborateurs a endommagé une machine à 3 millions d'euros. Une machine à 3 millions d'euros, c'est un peu d'argent. Et puis, en général, on l'achète parce qu'elle est fort utile. Et donc, du coup, bah, cette machine endommagée qu'il a fallu réparer a bien embêté la production de ce qui devait se produire dans cette usine. Et il se trouve que le collaborateur qui a endommagé cette machine était en conflit avec son manager. Vous imaginez bien, l'histoire racontée par le manager direct du collaborateur, c'est il l'a fait exprès. Ça fait des mois que je dis qu'il faut le virer. Ça y est, maintenant vous avez compris. Et l'entrepreneur, évidemment, il peut accepter cette hypothèse simple, séduisante. Ou bien il peut se dire, OK, et si c'était pas ça? Si en fait, il y avait deux réalités, un collaborateur mécontent en conflit avec son manager, une réalité, c'est vrai, ça doit être vrai. Et une autre réalité, il y a eu un accident. Mais vous voyez l'effet spontanément de relier les deux.
Le cerveau, notre cerveau, adore faire ça. Notre cerveau adore faire des liens. Et donc, du coup, vous lui proposez une hypothèse où il y a un lien qui paraît logique. Et dans la plupart des cas, on va s'en tenir là. Et donc, ce qu'on a fait, nous, pour accompagner l'entrepreneur dans cette logique, c'est d'abord évidemment de l'aider à gérer la situation avec cette machine clé qui était finalement euh, plusieurs semaines, a priori, en panne, qui allait être, soi-disant, plusieurs semaines en panne. Et deuxièmement, euh, faire en sorte que vis-à-vis du collaborateur, il y ait un travail de justice qui soit fait pour essayer d'établir s'il y avait une intentionnalité ou pas de créer la panne. Et ça n'empêche pas qu'on ait envie de le licencier simplement parce que les causes étaient suffisantes, mais pas forcément de lui mettre sur le dos un acte malveillant. Voilà. Donc, un exemple réel, concret du moment euh, où si on doit décider tout de suite, ben, on fait une mise à pied et on dit au gars, tu reviens pas dans l'usine jusqu'à ce qu'on ait on fait ta convocation à ton entretien préalable. Mais entre-temps, on prend le temps d'examiner le réel d'un peu plus près et de se forger son opinion par rapport à l'idée séduisante. Mm. Petite question, Patrick. Entre les deux, tout n'est pas binaire. Il n'y a pas forcément une intentionnalité caractérisée d'un côté et un événement totalement aléatoire et, voilà, bon, avec lequel il n'y aurait aucune causalité. Est-ce que ça, parfois ça relève de l'acte manqué, ça relève d'une négligence ou que l'inconscient dit que bah, effectivement, si on peut faire emmerder un petit peu le patron, bah, c'est peut-être pas toujours ça de prix, quoi. Enfin, Pas, parfois c'est plus oui, compliqué. pas forcément au point d'endommager une machine majeure de l'entreprise. Tu vois, l'acte de malveillance, la portée cet acte de malveillance, c'est pas quelqu'un qui laisse les vitres ouvertes de la voiture de l'entreprise alors qu'il pleut. En revanche, ça peut faire partie, toi, de l'extra mile que tu vas pas faire. Par exemple, aller courir sous la pluie pour aller fermer les fenêtres de la voiture que quelqu'un laisse ouvertes et que tu aurais fait sinon. Hmm. Donc Voilà. oui, Est-ce que c'est la négligence ou est-ce que c'est le moment où tu dis c'est bon, déjà je leur donne ma vie, je leur donne mon sang et puis en plus il faudrait que je me mouille sous la pluie. donc tu as raison, il y a un espace assez large. Déjà, exclure l'intentionnalité, s'il y en a, enfin, regarder s'il y a intentionnalité euh, consciente me paraît être un pas important à faire dans l'acte de la justice. Tu vois, le fait de distinguer malveillance et l'autre groupe, inattention, bêtise, même si peut-être il y a des causes cachées à ce moment-là, d'actes manqués, etc. Moi, Hmm. Non, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas forcément une vérité à 100% à aller chercher, mais est-ce qu'on peut imaginer que ton entrepreneur utilise cet incident pour effectivement bah, licencier ce collaborateur? Il avait envie de le faire, il pensait qu'il fallait le faire. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Est-ce que là, effectivement, ce n'est pas l'élément déclencheur pour aller au bout de ce processus, quel que soit effectivement le degré d'intentionnalité dans cette affaire? c'est possible, mais en tout cas, notre conseil à cet entrepreneur, ça a été de prendre suffisamment de recul pour s'asseoir et chercher les règles qu'il allait utiliser, les attendus du jugement, pour qu'il soit capable de l'expliquer à son collaborateur, à son manager et à l'ensemble de l'entreprise quand il allait prendre sa décision. D'accord. Et, Ouais. et c'est ça, quand on parle du maître de justice, qui est une autre chronique qui est sur la chaîne, c'est se garder de conclusions hâtives et séduisantes. Après, oui, le monde est plus complexe, je suis d'accord avec toi, le monde est parfois beaucoup plus complexe. Peut-être qu'on va finir par licencier ce gars, mais pas pour cette raison de malveillance en tout cas. Bah, un manque de S'il n'y en a pas, confiance, ouais. voilà, Ok, s'il n'y en a pas. Il y merci. a peut-être d'autres raisons qui font que la personne ne peut plus ou ne veut plus travailler dans l'entreprise. Ça oui. Mais les actes de malveillance sont extrêmement rares en réalité. Ils sont quasiment éliminés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la différence entre
l'homicide volontaire et l'homicide involontaire en justice. Dans les deux cas, tu as tué quelqu'un. Mais dans un cas, tu voulais le tuer. Et dans l'autre, ben non, mais tu as tué quand même. Donc on distingue. Et c'est pas les mêmes peines entre un homicide volontaire et un homicide involontaire. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans la justice, hein. On doit arriver à aller dans la tête de l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il avait comme intention. Il y a toute cette notion de procès d'intention qu'on reconnaît. Donc, l'entrepreneur gagne à s'abstraire de ça en partant du principe que ça, ça ne doit pas, ça doit être plutôt de la bêtise que de la malhonnêteté. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas rester attentif et que des indices concordants de gens lui disant que de toute façon il avait dit qu'il allait faire quelque chose. Par exemple, le président des États-Unis a dit qu'il allait faire sauter le gazoduc si les chars russes rentraient en Ukraine. 6 mois plus tard, le gazoduc explose. On C'est peut pas nouveau. présupposer qu'il y avait une intention.